Lorsque les habitants de Yannis dans le Massachusetts aperçurent pour la première fois Osto de Oliveira marchant au milieu de la rue avec sa meute de 6 bergers allemands, ils crurent à une mise en scène. Les chiens, sans laisse, avançaient d'un pas sûr, parfaitement coordonné, comme s'ils formaient une seule entité. La scène semblait irréelle, presque cinématographique. Osto, jeune homme discret d'une vingtaine d'années, ne donnait que quelques ordres brefs, parfois un simple sifflement, et la meute s'exécutait instantanément, s'arrêtant ou reprenant sa marche comme un seul corps. Les passants, stupéfaits, s'arrêtaient pour observer. Certains prenaient des photos, d'autres chuchotaient, interloqués. L'un des témoins, intrigué, osa s'approcher pour examiner la scène de plus près. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Aucun des chiens n'était attaché. Pourtant, ils obéissaient avec une discipline digne d'une unité militaire. Ils ne regardaient ni à droite ni à gauche, ne réagissaient pas aux aboiements des autres chiens derrière les clôtures, et ignoraient complètement les distractions humaines. Leur regard était tourné uniquement vers Osto, leur maître. Jour après jour, Osto promenait sa meute à travers les rues et les parcs de la ville. Il suffisait qu'un passant demande une photo pour qu'il donne un ordre bref. Aussitôt, les 6 chiens se figeaient. Une fois la photo prise, un simple coup de sifflet les remettait en mouvement, chacun retrouvant sa position exacte sans le moindre flottement. La ville entière se mit rapidement à parler de lui. Osto était devenu une curiosité locale, mais si certains admiraient son talent, d'autres commençaient à nourrir des soupçons. Des murmures circulaient dans le quartier. Comment un homme, aussi jeune, pouvait-il contrôler autant de chiens puissants sans outils apparents? Certains allèrent jusqu'à imaginer des méthodes coercitives, voire abusives. On le disait asocial, replié sur lui-même. Il ne parlait à personne, ne recevait jamais de visite, et semblait vivre uniquement pour ses chiens. Une voisine particulièrement suspicieuse, connue pour avoir recueilli des animaux errants toute sa vie, devint obsédée par le cas d'Osto. Elle le soupçonna d'utiliser des colliers à décharge électrique et décida de lancer une pétition dans tout le quartier pour exiger une enquête. Pourtant, Osto n'avait rien d'un tortionnaire. Lorsqu'il répondait aux questions, ce qu'il faisait rarement, il parlait simplement de patience et de dévouement. Il ne cherchait ni gloire ni justification. Son silence, hélas, ne faisait qu'alimenter la méfiance. Mais ceux qui prenaient le temps de vraiment observer voyaient une toute autre réalité. Les chiens d'Osto semblaient l'aimer profondément. Leur loyauté ne venait pas de la peur, mais d'un lien solide et ancien. Ce lien s'était forgé loin des regards, au Brésil, là où Osto avait grandi. Enfant dans une ferme reculée, il avait été entouré de bergers allemands dès son plus jeune âge. Il avait rapidement développé un instinct naturel pour comprendre les animaux, apprenant sans méthode formelle, simplement par observation et imitation. Chaque après-midi, il restait des heures à jouer, marcher, s'asseoir auprès d'eux. Il n'imposait rien mais créait une harmonie subtile par sa présence calme et constante. Cette confiance mutuelle, née dans les collines brésiliennes, l'avait suivi jusqu'aux rues de Yannis. Mais les voisins n'en savaient rien. Leur curiosité devint bientôt suspicion, puis hostilité. Certains fouillèrent même ses poubelles, espérant trouver une preuve accablante. L'atmosphère se tendait. Finalement, sous la pression des plaintes, les autorités décidèrent d'intervenir. Un matin, la police entra dans l'appartement d'Osto. Ce qu'ils découvrirent bouleversa toute leur certitude. L'appartement ne ressemblait en rien à ce qu'on pouvait imaginer d'un maître autoritaire. Il n'y avait ni cage, ni muselière, ni dispositif d'entraînement brutaux. Les chiens, Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Anna et Savannah, vivaient avec lui comme une véritable famille. Il dormait sur son lit, s'allongeait sur le canapé, se reposait sur le tapis. Il circulait librement dans chaque pièce, sans contrainte. Osto, quant à lui, dormait souvent au sol avec eux. Il partageait tout, l'espace, le silence, la routine. Il n'y avait ni cri ni contrainte, seulement une cohabitation paisible. Les enquêteurs, déroutés, firent appel à des spécialistes du comportement animal pour évaluer la situation. Pendant plusieurs jours, des experts observèrent Osto, analysèrent son environnement, étudièrent ses gestes, ses interactions. Petit à petit, un autre portrait émergea, celui d'un homme qui avait construit une relation exceptionnelle avec ses chiens. Il les nourrissait 2 fois par jour,
jouait avec eux, les laissait dormir à ses côtés. Il n'exigeait pas leur obéissance, il la méritait. Et les chiens, naturellement, le reconnaissaient comme leur chef. Lorsque le rapport final fut rédigé, les résultats furent sans appel. Aucun signe de maltraitance, aucune négligence. Bien au contraire, les chiens vivaient dans un équilibre affectif rare. La ville comprit alors son erreur. Mais pour Hosto, le mal était fait. Pourtant, une nouvelle opportunité allait naître de cette épreuve. Quelques semaines après l'enquête, l'histoire d'Hosto fit la une des journaux locaux. Ce jeune homme, d'abord pris pour un dresseur énigmatique, puis accusé à tort, était désormais célébré pour la pureté de son lien avec les animaux. Mais plutôt que de se replier sur lui-même ou de nourrir de la rancune, Hosto décida de transformer cette épreuve en tremplin. Il comprit qu'il ne devait plus vivre cette passion dans l'ombre. C'est ainsi qu'il lança le projet de sa vie, le Griffin Shepherd Kennels. Installé dans une vieille bâtisse rénovée en périphérie de Yannis, le centre portait le nom de son chien le plus âgé, Griffin, le premier qu'il avait dressé lui-même au Brésil. Le lieu n'avait rien d'un chenil classique. Il s'agissait d'un espace ouvert, conçu pour reproduire l'environnement familial et chaleureux que ces chiens connaissaient déjà. Pas de cage, pas de hurlements d'animaux enfermés, mais des enclos herbeux, des zones de repos partagées et des salons d'accueil où les chiens pouvaient dormir sur des coussins ou se blottir contre les jambes des visiteurs. Très vite, les premiers curieux devinrent les premiers clients. Des propriétaires désespérés venaient déposer leurs chiots indisciplinés, espérant une transformation. Hosto ne promettait jamais de miracle, mais son calme, sa manière d'observer les chiens comme s'il comprenait ce qu'ils pensaient, inspirait confiance. Il passait du temps avec chaque animal, l'invitait à dormir dans sa propre pièce, partageait les repas, les moments de jeu, les promenades silencieuses. En quelques semaines, les chiens rentrèrent chez eux changés, attentifs, respectueux, plus apaisés. Les demandes affluèrent. Bientôt, il reçut des appels de Boston, puis de tout l'État. Des familles voulaient que leurs chiens soient entraînés selon la méthode Hosto. Certains vétérinaires commençaient même à recommander ses services à des maîtres dépassés. Pourtant, malgré le succès grandissant, Hosto refusa d'élargir à l'excès. Il tenait à garder un lien personnel avec chaque chien. Pas plus de 10 pensionnaires à la fois, disait-il. Il préférait refuser un contrat que de négliger un animal. Sa philosophie était simple, mais puissante. Pour qu'un chien obéisse sans laisse, il ne faut pas seulement lui enseigner des ordres. Il faut créer un lien de confiance et de respect mutuel. Hosto ne criait jamais. Il utilisait la voix douce, les regards, les gestes. Il disait souvent « Si ton chien marche à tes côtés, c'est parce qu'il veut être avec toi, pas parce qu'il y est obligé. » Cette phrase devint peu à peu son adage. Avec le temps, certains des chiens qu'il avait entraînés revinrent le voir, le reconnaissant immédiatement, courant vers lui comme vers un vieux compagnon. Griffin, toujours en tête, restait à ses côtés, même lorsque ses pattes devenaient lourdes de fatigue. Les plus jeunes, comme Harmony ou Jenna, veillaient sur les chiots nouveaux venus, perpétuant l'équilibre de la meute. Un jour, une journaliste venue réaliser un reportage sur le Griffin Shepherd Kennels fut bouleversée par ce qu'elle observa. Elle écrivit un article dans un grand magazine animalier titré « Le murmure du dresseur ». Elle y décrivait comment Hosto semblait chuchoter à l'âme des chiens, comment il leur parlait sans mots, avec une bienveillance qui touchait au sacré. L'article fit le tour du pays. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire. Une vieille vidéo d'Hosto marchant avec sa meute en silence dans les rues refit surface et devint virale. Bientôt, il reçut des invitations pour parler lors de conférences sur le bien-être animal. Mais Hosto déclina la plupart des offres. Il n'était pas à l'aise sur scène. Il préférait marcher pieds nus sur l'herbe fraîche de son terrain, les chiens à ses côtés. Il préférait écouter le souffle de Griffin endormi ou observer Savannah courir sous la pluie. Il n'aimait pas les projecteurs, les interviews, les caméras. Ce qu'il aimait, c'était la présence simple et fidèle de ses chiens. Pourtant, un jour, il fit une exception. Une école locale l'invita à parler devant un groupe d'enfants. Hésitant, il accepta. Il vint accompagné de Hannah, douce et patiente, et de Priscilla, la plus joueuse. Les enfants étaient fascinés. Ils posèrent des dizaines de questions. Hosto répondit avec pudeur, mais avec sincérité. Il leur parla de respect, d'écoute, de lien. À la fin de la rencontre,
Un petit garçon s'approcha et lui dit « Je veux devenir comme toi ». Ce jour-là, Hosto comprit qu'il avait une responsabilité plus grande que ses chiens. Il pouvait transmettre quelque chose. Il continua alors à travailler dans l'ombre, fidèle à lui-même. Mais sans le vouloir, il était devenu un exemple. Et à travers chaque regard échangé avec ses chiens, chaque pas silencieux dans la ville, chaque transformation douce et patiente d'un chiot rétif en compagnon fidèle, il montrait au monde qu'il existait une autre manière de vivre avec les animaux. Une manière plus humble, plus humaine. Et cette manière, il l'avait trouvée non dans les livres ou les écoles, mais dans le silence d'un après-midi brésilien, au milieu d'une meute de chiens qui, depuis ce jour-là, ne l'avait jamais quitté. Les années passèrent, doucement, comme une rivière paisible. Hosto n'était plus ce jeune homme discret que les gens regardaient avec suspicion. Désormais, il était respecté, consulté, parfois même admiré. Mais lui restait le même. Le matin, il se levait avant l'aube, préparait les repas des chiens, ouvrait les portes du centre et accueillait la journée dans le silence, entouré de sa meute fidèle. Griffin, le doyen, marchait lentement à ses côtés, la truffe grise et les yeux toujours vifs. Les autres chiens, plus jeunes, formaient un cercle vivant autour d'eux, comme une garde d'honneur silencieuse. Un matin de septembre, alors que la brume recouvrait encore les champs autour du centre, Hosto sentit que quelque chose avait changé. Griffin ne s'était pas levé. Il gisait là, paisible, le souffle devenu imperceptible. Hosto s'agenouilla doucement, posa une main sur son flanc chaud. Il comprit. Le cœur de son premier compagnon, celui avec qui tout avait commencé, s'était arrêté, sans un bruit, comme un adieu parfait. La nouvelle du décès de Griffin se répandit rapidement parmi ceux qui connaissaient Hosto. Beaucoup vinrent lui rendre hommage. Certains déposèrent des fleurs à l'entrée du centre. D'autres laissèrent des messages, des dessins d'enfants, des photos prises avec le vieux chien. Hosto, lui, resta en retrait. Il enterra Griffin sous le grand chêne au fond du terrain, là où il aimait dormir les après-midi. Sur la pierre, il grava simplement « Griffin, celui qui m'a tout appris ». Mais ce deuil, aussi douloureux fut-il, ne marqua pas une fin. Il devint un passage, une inspiration nouvelle. Hosto sentit en lui une force tranquille se réveiller. Il décida d'élargir le Griffin Shepherd Kennels, non pour recevoir plus de clients, mais pour former d'autres dresseurs. Pas des techniciens, mais des êtres capables de tisser un lien vrai avec les chiens. Il ouvrit un programme de mentorat, basé sur l'observation, la patience et le respect mutuel. Les premiers élèves furent quelques jeunes passionnés, touchés par son histoire, désireux d'apprendre sans dominer. Parmi eux, une jeune femme se distingua. Clara, 20 ans, douce, attentive, marquée par un passé difficile. Elle trouva, dans les gestes calmes d'Hosto, une forme de guérison. Peu à peu, elle devint son assistante, puis sa confidente. Ensemble, ils faisaient tourner le centre, chacun trouvant sa place. Hosto n'avait jamais cherché à transmettre. Mais en Clara, il reconnaissait quelque chose de familier. La même écoute, la même fidélité silencieuse. Un jour d'été, alors qu'ils observaient les chiens jouer dans le champ doré, Clara murmura « Pourquoi eux? Pourquoi les chiens ?» Hosto répondit simplement « Parce qu'ils ne mentent jamais ». Cette phrase resta gravée en elle comme un mantra. Les années s'écoulèrent encore. Hosto vieillissait lentement mais sûrement. Son pas était moins rapide, ses cheveux poivre et sel, sa voix plus rauque. Mais son regard, lui, n'avait pas changé. Toujours tourné vers l'autre, toujours ancré dans le moment présent. Les chiens, eux, continuaient de venir, de partir, de revenir. Certains mouraient, d'autres naissaient. Mais le lien restait. Un jour, une nouvelle vidéo circula sur les réseaux sociaux. On y voyait un vieil homme marchant lentement dans une rue, suivi de 13 bergers allemands parfaitement alignés. La légende disait « Il est encore là ». La vidéo dépassa les millions de vues. Les gens partagèrent des souvenirs, des anecdotes, des hommages. Mais Hosto, fidèle à lui-même, n'accorda pas d'interview. Il ne voulait pas être une célébrité. Il voulait juste marcher avec ses chiens. Et quand quelques années plus tard il sentit à son tour son souffle ralentir, il s'allongea près du grand chêne, là où Griffin reposait. Clara le trouva là, entouré de sa meute silencieuse. Elle s'agenouilla, prit sa main et il lui adressa un dernier sourire. Puis il ferma les yeux. Aujourd'hui, le Griffin Shepherd Kennels existe toujours. Clara en est la directrice. Elle a fait graver une plaque à l'entrée.
Ici a vécu Hosto de Oliveira. Il parlait aux chiens comme on parle aux étoiles. Et chaque année, des centaines de visiteurs viennent marcher dans les pas de cet homme qui avait su, dans un monde bruyant, écouter le silence d'un cœur qui bat en rythme avec celui d'un chien. Car certaines histoires ne s'éteignent jamais. Elles s'enracinent comme un arbre tranquille et continuent de vivre à travers ceux qu'elles ont touchés. Hosto n'est plus là, mais son héritage, lui, court encore, sans laisse, dans les champs paisibles de Yanis.